africains. Le président français Emmanuel Macron, à l'occasion d'une interview, notamment sur la chaîne TV5, s'est à nouveau penché sur la réalité et l'actualité africaine. Il a affirmé des choses. Ces choses nous donnent l'occasion de démontrer que ce qu'il a affirmé est faux. L'objet de cette émission, c'est 1. D'écouter le président Macron. 2. De démontrer que tout ce qu'il a dit sur le Sahel et l'Afrique est faux. 3. De conclure et de réécouter face au Ouattara en train de chanter Dounia avant de nous séparer. Je n'interviens ce soir que sur ce point. Car quand ce qui est dit sur l'Afrique est faux, mon devoir est de rétablir la vérité. Si ce projet vous agrée, ne laissez personne m'interrompre. Protégez, partagez, commentez de manière argumentée cette émission. Votre serviteur est dans son oratoire. Nous sommes là sur la tour de contrôle de l'Afrique des libertés. Hors de question que nous laissions passer des foutaises. Ce n'est pas possible. Les temps ont changé. Ce n'est pas possible, les temps ont changé. Ce n'est plus possible, les temps ont changé. On ne dira plus de fausseté qui traverse 24 heures sur l'Afrique, sans avoir été démenti en Mondovision. Et puis il n'y a rien. La vie continue. Dans la présente conférence, nous allons procéder d'une manière méthodique, scientifique. Vous ne m'avez pas appelé par hasard le docteur des preuves. Nous allons écouter d'abord le président Macron. Nous allons l'écouter entièrement. Son intervention dure à peu près 3 minutes. Puis nous allons le réécouter. C'est-à-dire prendre chacune des réponses qu'il a données aux questions de la journaliste pour prouver que c'est faux. Donc nous allons l'écouter 2 fois. Il n'y aura pratiquement aucun risque que nous n'ayons pas pris la peine de le laisser parler. On ne peut pas dépasser quelqu'un sans passer par lui. On ne peut pas critiquer quelqu'un qu'on n'a pas écouté. C'est ce que le philosophe allemand Schleiermacher appelait le principe de la bienveillance herméneutique. C'est-à-dire que pour critiquer quelqu'un, assure-toi que tu l'as compris. Et pour le comprendre, écoute-le. Car quand tu critiques sans avoir écouté, tes critiques sont superficielles. Et par conséquent, celui qui a parlé avant toi a mieux parlé que toi. Nous allons appliquer cette méthode d'une manière très simple. J'ai publié sur ma page Facebook Franklin Nyamsi l'extrait qui m'intéresse. Je redonne la parole à la journaliste de TV5, Journal Afrique, et à M. Emmanuel Macron, l'actuel président de la République française, qui évoque la situation dans le Sahel. Et le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit... Recommencez. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit... Coup sûr, le Mali ne sont plus un État. Non, un instant. Je repasse bien la vidéo. Parce que c'est une jeunesse à laquelle je suis... Recommencez à l'origine. Oui, madame. Vous avez dit quoi? Allez-y. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit de Moscou, notamment, depuis le discours de Ouaga qui était plein d'espoir. Vous, est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça? Des regrets, moi j'en ai beaucoup pour la jeunesse de ces pays. Je vous le dis. Parce que c'est une jeunesse à laquelle je suis éminemment attaché. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais parce que, là encore, on a des millions... Écoutez-le. De Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui arrivent en France, de familles partagées, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Des millions, hein. Parce qu'on a des dizaines de jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes prennent possession du pays. Des dizaines, hein. Et je peux pas vous dire, je suis heureux. Ok. Mais je mettrai peut-être une réserve. Des djihadistes. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ce qu'on a mal fait, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de la réponse sécuritaire. J'ai pourtant redoublé d'efforts. Okay. Le premier sommet que je fais en juillet 2017 avec tous les présidents de ce qu'on appelait à l'époque le G5 Sahel, j'ai dit, il faut mettre des projets, il faut de la gouvernance, il faut qu'on... Parce que sinon, dès qu'on arrête un groupe terroriste, il arrive à réattirer des jeunes parce qu'il n'y a pas d'espoir. Ah bon? Et on a un peu payé le prix de la mauvaise gouvernance politique, c'est-à-dire qu'il y a un système politique dont les jeunes ont voulu se débarrasser. Je ne veux pas généraliser, dont certains ont voulu se débarrasser. Ah, d'accord. Et on a été emporté avec. Mais on n'était pas là par connivence, on était là parce que
ces responsables politiques élus par leur peuple nous avaient demandé de les protéger. Et la CEDEAO nous avait demandé de la protéger face au terrorisme djihadiste. Et on a fait ce qu'on devait faire. Et il y aurait sans doute pas, à coup sûr, le Mali ne serait plus un État unique si on n'était pas intervenu en 2013. Et je le dis d'autant plus aisément que j'ai pas eu à porter ce choix, il a été fait par mon prédécesseur. Et on est resté trop longtemps dans une posture de soutien sans que ça bouge sur les projets, justement, et sur la rénovation démocratique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé des fautes? Est-ce que ça représente le peuple n'importe? Ben non, parce que c'est pas une élection. Et donc je dirais, en bon français, the jury is still out. Parce que la jeunesse, elle s'est pas exprimée, elle a pas voté. Et au bout de quelques années, moi je n'ai pas commenté les choses, comme ils voulaient plus lutter contre le terrorisme, il s'est retiré. Elle a choisi, il y en a plus. Mais je constate qu'aucun d'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon, n'est pressé de faire des élections libres. Au Gabon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques années? Ils ont été appelés l'assureur en dernier ressort de leur sécurité, pas de la sécurité de leur peuple, les Russes. Qu'est-ce qu'elles font, ces milices russes? Parce que ce sont des milices privées et publiques. Elles mettent la main sur les ressources, elles protègent les putschistes. Mais elles ne se battent pas contre le terrorisme, elles ne protègent pas les gens. Voilà la première version. Ça veut dire que ce qu'il dit est tellement scandaleux, est tellement grave que ça fait mal à l'oreille. Maintenant, on va le réécouter, mais d'une manière méthodique. On lui pose une question, il fait une affirmation et je démontre que c'est faux. La méthode est très simple. Recommençons. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France au profit de Moscou notamment, depuis le discours de Ouaga qui était plein d'espoir. Vous, est-ce que vous avez des regrets par rapport? D'abord, je corrige la question de la journaliste. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tourné le dos à la France au profit de Moscou. C'est faux. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de pratiquer une politique respectant une trilogie. 1. La défense de leur souveraineté. 2. Leur liberté de choisir leurs partenaires stratégiques. 3. La défense des intérêts vitaux de leur population. Nous, au Mali, là, au Burkina Faso et au Niger, c'est cette politique que le président Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Tiani sont en train de mener. Le président Goïta, le président Tiani et le président Traoré ne sont pas en train de défendre les intérêts vitaux du peuple russe. Ils ne sont pas en train de défendre l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz de la Russie. Non. Ils ne sont pas en train de défendre le coton russe, le blé russe. Non. Le président Goïta, le président Tiani, le président Traoré sont en train de défendre les intérêts vitaux des peuples maliens, burkinabés, nigériens, les peuples sahéliens, les peuples africains. Nous, en Afrique, là, qui regardons leurs pratiques, c'est ce que nous savons. Nous ne les avons pas vus ramasser les richesses africaines pour aller les déposer en Russie. Nous les voyons augmenter les recettes des caisses des États du Mali, du Burkina Faso et du Niger avec les ressources de ces pays. Et nous les voyons gérer dans des conditions pourtant difficiles, en se basant d'abord sur ce que possèdent leurs pays respectifs. Madame la journaliste, les Africains ne veulent pas devenir des Russes. Et les Russes n'ont jamais colonisé les Africains. Les Russes n'ont jamais impérialisé les Africains. Les Russes n'ont jamais réduit les Africains au statut de zone de monnaie coloniale. Les Russes n'ont jamais créé un système pour imposer aux Africains leurs dirigeants. La journaliste elle-même, qui mène l'interview du président Emmanuel Macron, commence par une aberration. C'est le manque de respect profond envers le désir de souveraineté, de liberté de choix stratégique, de défense des intérêts vitaux des Africains qui s'exprime dans le Sahel. À partir même de la question posée au président Macron par cette journaliste, l'interview tout entière, c'est une interview basée sur le faux, le déni de la réalité. C'est une interview décalée, coupée de ce que l'Afrique aujourd'hui est. Mais laissons M. Macron répondre. Et nous allons le contredire à chacune des thèses qu'il va affirmer. Des regrets, moi j'en ai beaucoup pour la jeunesse de ces pays. Je vous le dis.
parce que c'est une jeunesse à laquelle je suis éminemment attaché. Je dis pas ça parce que vous êtes là, mais parce que, là encore, on a des millions de Maliennes, de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui arrivent en France. Le président Macron vient de dire quelque chose qui est faux. Si le président Emmanuel Macron, président de la République française, était attaché à la jeunesse africaine, la jeunesse africaine ne constituerait pas l'essentiel des centres de rétention et d'expulsion administrative du sol français. La jeunesse française, africaine, en France, ne serait pas en train de dormir sous les ponts de Paris. Elle ne serait pas en train de mourir dans la mer Méditerranée, parce qu'on l'empêche d'entrer légalement en France. La jeunesse africaine ne serait pas en train de mourir aux portes de l'Angleterre, dans la région de Calais, où elle constitue l'essentiel des migrants de la misère. La jeunesse africaine, là, si Emmanuel Macron était attaché à elle, ne serait pas ostracisée pour accéder aux études dans les universités françaises. Elle ne serait pas confrontée aux complications de plus en plus inouïes qui lui ont été faites pour accéder au système de formation et d'enseignement en France. Et cette jeunesse ne constituerait pas l'essentiel de la population discriminée dans le monde de l'emploi ici en France. Monsieur Macron n'est pas le défenseur de la jeunesse africaine. Ça tombe bien. L'Afrique ne lui a jamais demandé de défendre sa jeunesse. Ce n'est pas son rôle. Il est le président de la République française. Sa fonction est de défendre le peuple français, la jeunesse française. Cela suffit bien. Mais le président Macron ne peut pas prétendre défendre la jeunesse africaine alors qu'il est le président qui a co-organisé avec des ministres de l'Intérieur de plus en plus durs envers les étrangers, et notamment envers les Africains, les dispositions anti-immigration les plus drastiques qui soient. Mais l'opinion africaine a été tenue ici en haleine pendant plusieurs jours par la procédure d'expulsion d'un jeune Africain pourtant réfugié politique en France, Souleymane Babou Koné. Oui ou non? Où était M. Macron, le soi-disant ami de la jeunesse africaine, pour intervenir lorsque le ministère de la Justice, impulsé par M. Retailleau et Gérald Moussa Darmanin, a exemplairement traqué le jeune activiste ivoirien Souleymane Babou Koné, le contraignant littéralement à s'enfuir de France pour échapper à un risque d'extradition en Côte d'Ivoire où il aurait pu connaître une mort brutale sous le dictateur Alassane Dramane Ouattara. Quelle Africaine, quel Africain sérieux, quelle Française, quel Français sérieux peut dire que le président Macron s'inquiète pour la jeunesse africaine, que le président Macron aime la jeunesse africaine? Quel acte a-t-il posé en sa faveur? Quel acte a-t-il posé en sa faveur? Il est au pouvoir depuis 2017. Nous sommes en 2025. Cela fait 7 ans que le président Macron, né, si je ne m'abuse, en 1977. Donc un jeune président, probablement le plus jeune président de la République française, élu à la tête de la République française. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse africaine pour faire les phrases qu'il vient de faire? Mais laissons-le continuer. Je viens de le contredire sur la jeunesse. Il n'est pas l'allié de la jeunesse africaine. Il n'est pas reconnu par les Africains comme un président qui a voulu littéralement entrer en osmose et en harmonie avec l'écrasante majorité de la population africaine. Il n'est pas reconnu comme tel. La jeunesse africaine ne connaît pas M. Macron. M. Macron ne connaît pas la jeunesse africaine du point de vue des actes et du bilan. Zéro au tableau. Je dis bien zéro pointé. Ni la facilitation de la formation et des études, ni la facilitation des migrations, ni la défense contre les discriminations, ni la défense contre les pires régimes africains que lui a publiquement soutenus et qui sont des régimes des régimes qui répriment les jeunes populations. Sur aucun chapitre, M. Macron ne peut se présenter comme quelqu'un qui aura été favorable à la jeunesse du continent africain. Ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'à voir le type de ministre
qu'il a placé à la tête des ministères de l'Intérieur et de la Justice pour comprendre son hostilité à l'Afrique. Que ce soit M. Retailleau aujourd'hui, ou avant lui, M. Moussa Gérald Darmanin. Quel Africain de France, quel Africain d'Afrique peut considérer que ces gens-là, quand ils sont installés à la justice et à l'intérieur, eh bien c'est un signe favorable pour les jeunes Africains. Aujourd'hui, le gouvernement du Premier ministre Bayrou survit grâce à une alliance avec le Rassemblement national, qui est le parti anti-immigrationniste, le parti raciste. Oui ou non? Mais comment il ose parler de la jeunesse africaine? Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse africaine? Et d'ailleurs, est-ce que la jeunesse africaine lui a demandé quelque chose? Parce qu'il faudrait d'abord se demander qui lui a demandé quelque chose en Afrique. Quand il est venu faire le discours de Ouagadougou, mais qui lui dit que c'était un succès, le discours de Ouagadougou? C'était un échec. Le discours de Ouagadougou a été un fiasco. Ça a été même le discours qui a démontré qu'il n'était pas à la hauteur des enjeux de la relation franco-africaine. Bon, écoutons le président Macron dans la suite de sa réponse. De famille partagée, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Parce qu'on a des dizaines... Alors, il dit des millions de Maliens, de Nigériens, etc. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. Il y a des millions d'Africains, en effet, en France. Mais il ne faut pas créer une illusion. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. Ce n'est pas vrai. Allez consulter les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. Il y a des millions d'Africains en France. Mais vous ne pouvez pas attribuer au Niger d'avoir des millions de représentants ici. Ce n'est pas vrai. Et la journaliste qui lui fait face devrait scientifiquement lui dire « Monsieur le Président, vos chiffres sont faux. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. » Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. On peut évoquer une population en millions, peut-être en évoquant la population typiquement, je ne sais pas, malienne. Peut-être, parce que la population malienne, selon les chiffres que j'ai consultés, est en Afrique, en tout cas subsaharienne, l'une des populations les plus importantes. La plus importante population d'origine subsaharienne en France. Ok, d'accord. Mais n'en profitez pas pour essayer de créer une généralité. Il n'y a pas de millions de Burkinabés en France. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas parce que vous êtes le président de la République française qu'on doit vous laisser dire ça. Il y a une journaliste qui est là, qui est payée sur nos impôts. Nous qui payons les impôts en France. Et Dieu seul sait à quel point je suis harcelé aujourd'hui par les impôts, manipulé politiquement. On paye les impôts pour qu'on ait des journalistes qui puissent dire au président, mais monsieur le président, sur les chiffres, il y a un petit problème. Il n'y a pas de millions de Burkinabés en France. Il n'y a pas de millions de Nigériens en France. Ce n'est pas vrai. Donnez-nous exactement les chiffres. D'accord? Et qu'est-ce qu'il continue à dire? De jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes... qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes... Attendez, on va revenir. De familles partagées, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Parce qu'on a des dizaines... Alors, il parle de familles partagées, mais est-ce qu'il sait le drame de nombreux couples franco-africains qui sont aujourd'hui divisés par les lois actuelles contre l'immigration? Est-ce qu'il connaît le drame de nombreux foyers qui ont été fondés sur l'amour, mais qui sont aujourd'hui dans toutes sortes de difficultés administratives, ne serait-ce que pour le principe du regroupement familial? Est-ce que M. Macron peut imaginer ce que souffrent les Africains qui ont constitué des familles, par exemple avec des Français, pour pouvoir vivre pleinement leur union matrimoniale? Est-ce qu'il peut imaginer tout cela? De quoi parle-t-il? Aujourd'hui, est-il aisé pour un Africain vivant en Afrique qui contracte une union avec une personne française, mais de vivre cette union en France? Est-ce que M. Macron peut nous retracer la procédure par laquelle doit passer un Africain pour qu'on ne considère pas que systématiquement son soi-disant mariage, son mariage est un soi-disant mariage, un mariage blanc? Est-ce que les difficultés par lesquelles les Africains passent pour entrer en France sont comparables aux difficultés par lesquelles les Français passent pour entrer en Afrique? Elles sont incomparables. Alors comment fait-il même pour oser parler dans cette affaire-là d'une appétence pour les jeunes? Et pourquoi les jeunes Africains sont-ils de moins en moins nombreux à venir étudier en France, si ce n'est pas parce que les conditions sont devenues incroyablement compliquées? D'abord pour les étudiants français, et encore plus pire pour les étudiants étrangers d'origine africaine.
Est-ce que vous connaissez la misère estudiantine? D'abord, des jeunes Français actuellement. Et par extension, pire encore, la misère estudiantine des Africains en France. De quoi parle-t-il? Ce monsieur-là, est-ce qu'il est en contact avec la réalité même que nous vivons ici en France? Bon, maintenant, il va sur un autre thème. C'est le thème des sacrifices de guerre. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? De jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes... Oui. Parce qu'on a des dizaines de jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes prennent possession du pays. Je m'arrête là. Le président Emmanuel Macron, président de la République française, évoque la mémoire de dizaines de soldats français morts pour protéger l'Afrique de ce qu'il appelle le terrorisme djihadiste. Arrêtons-nous d'abord sur les dizaines. Que valent les dizaines si on les compare aux millions d'Africains morts pour la France? Lors des deux guerres mondiales, du XXe siècle, la France a eu besoin de supplétifs africains pour combattre en première ligne pour elle. Combien ont laissé leur vie pour que cette France continue d'exister comme république, comme État souverain? Au bas mot, 2 millions. 2 millions d'Africains morts pour la France. Lors des deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45. Lorsque le président Macron se tient et parle aux Africains de 58 soldats français morts dans la guerre contre les terroristes djihadistes. On va revenir sur cette notion de terroriste djihadiste. Mais est-ce qu'il imagine ce que cela représente dans une comparaison de sacrifice à sacrifice? Si toi, ton pays envoie ses soldats chez moi et que tu en perdes 58, alors que le mien en perd 2 millions pour te protéger, est-ce que tu peux me rappeler, est-ce que tu peux même dans une discussion me rappeler tes 58 soldats? Mais pendant que M. Macron parle, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il imagine le nombre d'Africains morts dans le cadre de la traite négrière qui a été pratiquée par l'État français? Le commerce triangulaire. Les millions d'Africains qui ont perdu la vie dans cette affaire. M. Macron pense-t-il seulement qu'il faille ouvrir les procès et la réparation? Lors de la pénétration barbare et coloniale de l'armée française en Afrique, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations, les exterminations, les génocides qui ont été commis contre les Africains, ont-ils connu l'ombre d'un début de jugement? Jusqu'à la scandaleuse affaire de Tiaroy au Sénégal. Est-ce qu'il y a eu un seul jugement condamnant les assassins? Si on descend jusqu'en novembre 2004, lorsque l'armée française tire à bout portant sur une population civile manifestant contre sa présence à quelques encablures de la résidence présidentielle ivoirienne. Ceux qui ont tué plus de 60 Ivoiriens en novembre 2004 en Côte d'Ivoire, ont-ils été jugés, M. Macron? Au moment où vous faites valoir les dizaines de soldats français qui seraient morts donc dans la lutte contre le terrorisme djihadiste. M. Macron, est-ce que vous voyez la cohorte de millions d'Africains morts par la faute de la France ou morts pour la France? L'Afrique ne souffre pas la comparaison hémoglobinaire devant la République française. La France doit infiniment plus à l'Afrique du sang que l'Afrique n'en devrait à la France. Le sang que l'Afrique devrait à la France est une quantité minimale. Je ne dis pas négligée. Je ne dis même pas négligeable. Car une vie est une vie. Mais c'est une quantité minimale comparée aux millions de vies africaines. Sacrifiées par la France ou sacrifiées pour la France. Et pour lesquelles il n'y a pas eu l'ombre d'un début de réparation. Comment il fait? Et il parle à une journaliste qui normalement sait qu'on ne peut pas faire valoir à l'Afrique, dont Brazzaville est déclarée en 1944, capitale de la France libre. En 1940, on ne peut pas faire à l'Afrique le procès du nombre de soldats français qui seraient morts pour elle. Parce que ce nombre évoqué par le président Macron est une véritable moquerie, c'est un scandale au regard des millions d'Africains morts pour la France. J'ai toujours dit que nous, Africains de France, quand nous marchons, nous sommes fiers
Parce que nous savons que cette terre de France a été libérée par nos ancêtres. Nous ne regardons pas une personne, un concitoyen français, quelle que soit son origine, en baissant les yeux. Nos ancêtres ont été courageux et dignes et ont rendu possible la liberté du peuple français. Quoi qu'il arrive, le peuple français devra toujours à l'Afrique sa souveraineté, sa liberté et son indépendance. Car sans l'Afrique, la France ne serait pas la puissance qu'elle est. Elle n'aurait pas été la puissance qu'elle a été au XXe siècle. Et ce qui reste de sa puissance ne saurait se comprendre sans l'apport inestimable, inoubliable, ineffaçable de l'Afrique. Le chantage aux hémoglobines ne peut pas passer face aux Africains cultivés, imbibés de mémoire historique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les dizaines de soldats français morts en Afrique dans la lutte contre le terrorisme djihadiste. Mais nous contestons aussi le concept de terrorisme djihadiste. Monsieur le président Emmanuel Macron, nous contestons le concept de terrorisme djihadiste. Il n'y a pas de terrorisme djihadiste en Afrique. Vous entendez par djihadisme? Un usage de la terreur à finalité d'imposer une certaine compréhension de l'islam aux Africains. Or, les organisations Al-Qaïda et l'État islamique ne sont pas des organisations religieuses. La religion n'est en réalité qu'un voile, un cache-sexe, une mystification, un leurre, une tromperie. Dans la propagande de ces organisations, elles ne sont pas religieuses. Ce sont des groupes de mercenaires qui ont été créés par l'OTAN à partir des années 80 en Afghanistan pour combattre les soviétiques. C'est comme cela qu'est né Al-Qaïda. Et quant à l'État islamique, les documents déclassifiés des États-Unis aujourd'hui achèvent d'établir qu'il s'agit d'une création des services de renseignement américains, les services de renseignement de l'OTAN. Aujourd'hui, on a la preuve des paiements directs du Trésor américain aux organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Celle qui est actuellement la chef du renseignement américain, Madame Tulsi Gabbard, a publiquement affirmé le 31 janvier 2025, et vous, président Macron, vous le savez, que ce sont les États-Unis d'Amérique et leurs alliés qui ont financé Al-Qaïda pour déstabiliser l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie. Elle a même dit la honte qu'elle ressent en tant qu'officière supérieure des États-Unis. Quand elle découvre, grâce aux documents officiels déclassifiés, que ceux qui ont tué plus de 4000 Américains le 11 septembre 2001 à New York étaient financés par les services secrets américains. C'est Madame Tulsi Gabbard qui l'a dit, sous serment, le 31 janvier 2025, eh bien, à Washington, devant le Sénat américain. Oui! Donc, M. Macron nous parle de terrorisme djihadiste. C'est une notion qui est scientifiquement disqualifiée. Il n'y a pas de terrorisme djihadiste en Afrique. Il y a un terrorisme mercenaire de l'OTAN. Et ça, c'est documenté grâce aux révélations des investigations occidentales. Monsieur Elon Musk, qui est actuellement le chef de l'agence de la bonne gouvernance américaine, a sorti les paiements directs de l'USAID à Al-Qaïda, de l'USAID à l'État islamique. Vous, président Macron, ne pouvez plus vous tenir devant les Africains avec la notion de terrorisme djihadiste. Elle n'a aucun succès scientifique. Et elle est médiatiquement décapitée. Elle n'a aucune valeur. L'Afrique n'est pas confrontée à une guerre religieuse. Ce sont des mercenaires de l'OTAN. Ce sont les mercenaires de l'OTAN qui attaquent l'Afrique. Dans quel but? Maintenir l'Afrique dans une instabilité structurelle permettant aux grandes puissances de l'OTAN de continuer à la piller en bonne entente avec leurs alliés du Moyen-Orient. Mais c'est ce que j'ai démontré scientifiquement dans ce livre, que je vais vous envoyer, Monsieur le Président Macron, en courrier recommandé à l'Élysée. Je crois que vous ne voulez toujours pas lire mon livre, Président Emmanuel Macron. Vous devez le lire. Vous revendiquez le fait d'être passé un jour par la philosophie, d'avoir été un temps l'assistant, du professeur Paul Ricoeur, l'auteur de la grande somme Histoire et Vérité, qui a enseigné pendant très longtemps à la faculté de philosophie de Nanterre. Mais Monsieur Macron, lisez donc ce livre. Il n'y a dans ce livre que des preuves occidentales de l'origine mercenaire des organisations soi-disant djihadistes.
Il n'y a dans ce livre que des preuves officielles. Dans ce livre, président Emmanuel Macron, il y a même votre propre affirmation. Dans le Figaro de juin 2017, vous affirmâtes ceci. Peut-être l'avez-vous oublié. Nous avons eu tort. Vous parliez de la puissance française, dont vous veniez de devenir chef de l'État. Nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Ce sont les mots que vous avez utilisés. Ils sont dans le journal Le Figaro de juin 2017. Par ces mots, président Emmanuel Macron, vous reconnaissiez la responsabilité de la France aux côtés des autres puissances de l'OTAN dans la déstabilisation du Sahel et de l'Afrique. La même puissance qui a participé à détruire la Libye, à assassiner Kadhafi, en bonne entente avec Al-Qaïda et l'État islamique, ne peut pas venir se positionner comme une partenaire légitime dans la lutte antiterroriste. Ce n'est pas possible, président Macron. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. L'Afrique ne peut plus accepter une telle contradiction flagrante, une telle incongruité, une telle dichotomie aberrante. Ce n'est ni intellectuellement ni moralement supportable que vous parliez d'une lutte contre le terrorisme djihadiste, alors que vous avez reconnu la responsabilité de la France. Président Macron, vous êtes allé plus loin. Vous avez dit que la France avait une dette de sang envers la Libye. Parce que l'attaque sauvage de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy, alors président de la République française, contre la Libye, en compagnie de Barack Hussein Obama, président des États-Unis, de David Cameron, Premier ministre de Grande-Bretagne, contre la Libye, est la cause de la fragilisation aggravée du Sahel jusqu'à ce jour. Et cette attaque a été faite en bonne intelligence avec les organisations terroristes. Vous l'avez reconnu, la dette de sang. Mais comment pouvez-vous dire que la France est intervenue pour aider les pays sahéliens à combattre les groupes terroristes qui pourtant ont été armés en Libye grâce à l'action de l'OTAN, c'est-à-dire entre autres de la France? Dans ce livre que je vous enverrai à l'Élysée, président Emmanuel Macron, je vous l'envoie gratuitement, vous ne payerez pas. Si vous avez un petit problème pour le lire, s'il vous plaît, je vous l'envoie gratuitement dans la boîte postale de l'Élysée. Je vous le poste dès demain. C'est cadeau. Avec accusé de réception. Maintenant, si vous refusez, vous me le renvoyez, le livre. D'accord? Il n'y a là-dedans que des preuves scientifiques. Mais dans ce livre, on documente une conversation célèbre entre le ministre Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, et le ministre Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, en 2013. La France demande à la Russie de ne pas faire usage de son veto pour empêcher l'intervention programmée ayant pour but de stopper ce qu'on appelle abusivement à l'époque les terroristes djihadistes, mais qui sont en fait des mercenaires de l'OTAN. Lavrov, au nom de la Russie, marque l'accord pour l'intervention française et dit que la Russie ne fera pas usage de son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais Lavrov ajoute un commentaire très célèbre et dont il a rendu in extenso compte à toute l'opinion. Il dit ceci à Laurent Fabius, qui est toujours vivant, qui a été récemment le président du Conseil constitutionnel de la République française. Mon cher Laurent Fabius, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius rétorque, c'est la vie. Président Macron, ces preuves sont connues des Africains, des campagnes aux villes, des diasporas. Tous les Africains, notamment grâce à ce livre, possèdent ces preuves. L'impérial terrorisme. Le concept de terrorisme djihadiste est à jamais évacué. Il est foutu à la poubelle. C'est un concept qui ne restitue pas la réalité de l'offensive que subit l'Afrique. L'Afrique est sous les emprises de mercenaires, d'organisations terroristes créées par l'OTAN, notamment par les services secrets américains, à partir des années 80 jusqu'aux années 2000. Et cela, les documents officiels américains en attestent d'une manière incontestable. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la parution de ce livre, il n'y a aucune attaque en diffamation. Car ce livre est essentiellement basé sur les documents officiels des pays de l'OTAN. Selon une méthode
venu d'un proverbe africain qui dit « Il vaut mieux manger son piment dans la bouche du coupable ». Donc, le président Macron veut essayer de faire prospérer désespérément le concept de terrorisme djihadiste. Mais ce concept est mort dans son propre film en Afrique. Plus personne n'y croit. L'Afrique contemporaine sait qu'elle a affaire à des mercenaires de l'impérialisme. Eh bien, occidental et moyen-oriental. L'Afrique contemporaine sait qu'elle a affaire à des mercenaires de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. C'est clair comme l'eau de rouge. Et on a vu récemment le positionnement des grandes puissances occidentales par rapport au chef terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie. Ahmed al-Shara. Mais c'est un patron d'Al-Qaïda. Il a bénéficié du soutien de toutes les grandes puissances occidentales et de leurs alliés au Moyen-Orient. Israël, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout le monde a fait les louanges d'Ahmed al-Shara, dont on sait pourtant que c'était un chef d'Al-Qaïda. Et comme l'a dit Mme Tulsi Gabbard, on sait que ce Ahmed al-Shara fait probablement partie de ceux qui se sont réjouis quand 4000 Américains et plus ont été assassinés le 11 septembre 2001. Donc vraiment, c'est juste insupportable d'entendre encore le président de la République française, au mépris des faits scientifiques qui ont été établis, des faits historiques qui ont été reconstitués, essayer de faire prospérer le concept de djihadisme. La suite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis heureux. Mais je mettrais peut-être une réserve. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a mal fait, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de la réponse sécuritaire. J'ai pourtant redoublé d'efforts. Le premier sommet que je fais en juillet 2017 avec tous les présidents de ce qu'on appelait à l'époque le G5 Sahel, j'ai dit, il faut mettre des projets, il faut de la gouvernance, il faut qu'on... Parce que sinon, dès qu'on arrête un groupe terroriste, il arrive à réattirer des jeunes parce qu'il n'y a pas d'espoir. Stop. Il dit que là où la France a péché, c'est qu'elle n'a pas réussi à activer, à faciliter la bonne gouvernance dans les pays frappés par le terrorisme afin d'apporter des solutions aux problèmes des jeunes Africains et ainsi les empêcher, les décourager de s'engager dans les groupes terroristes. Mais est-ce que c'est un diagnostic sérieux? La question, Monsieur le Président Macron, est la suivante. Qui a créé Al-Qaïda? Ce sont les services américains. Qui a créé l'État islamique? Ce sont encore les services américains. Qui a saccagé la Libye et organisé la déstabilisation du Sahel? Vous l'avez vous-même dit, en juin 2017, c'est la coalition de l'OTAN. Vous avez été très critique envers l'attaque de l'OTAN contre la Libye et vous êtes quelqu'un qui aviez souligné en 2017 que cette attaque a eu des conséquences désastreuses pour la sous-région. Mais vous ne pouvez pas dire que ce n'est qu'un problème de gouvernance. Alors que le véritable problème, c'est que les coupables de la déstabilisation de l'Afrique ne reconnaissent pas leurs responsabilités et ne réparent pas leurs crimes. Mais on ne peut pas combattre le terrorisme en Afrique avec des puissances qui l'y ont installé. Ce n'est pas un simple problème de gouvernance qui explique l'échec de la lutte antiterroriste de la France en Afrique. C'est un problème de moralité politique internationale. Des puissances qui ont sciemment détruit la Libye, organisé l'invasion du Sahel par les groupes terroristes, ne peuvent pas efficacement combattre leurs propres mercenaires. Ce n'est pas possible. La lutte antiterroriste de l'Occident en Afrique a été disqualifiée dès l'origine par le fait que l'installation des groupes terroristes a été facilitée par l'Occident. Selon la stratégie du pompier pyromane. Mais c'est l'OTAN qui a cassé la Libye, qui a assassiné Kadhafi. C'est l'OTAN qui a permis à Al-Qaïda et l'État islamique de se servir dans les armes de Kadhafi. C'est l'OTAN qui a permis l'invasion du Sahel par ces groupes terroristes. L'OTAN ne peut pas, en même temps, avoir favorisé l'expansion du terrorisme et être la puissance, l'organisation de puissance qui aide les Africains à combattre ses propres suppôts. Cette duplicité révèle en réalité que le terrorisme a été favorisé en Afrique afin d'affaiblir suffisamment les États africains pour que ceux-ci acceptent les conditions de coopération économique, politique, diplomatique inégales qui leur sont imposées depuis des siècles. Il s'agit d'un plan de recolonisation massif du continent africain, selon le principe du diviser pour mieux régner, le principe du pompier pyromane, ce que Naomi Klein a appelé dans un bel ouvrage le capitalisme du désastre, disaster capitalism, l'ordre par le chaos.
Alors, le président Macron parle des problèmes de gouvernance qui auraient empêché plusieurs de ces pays africains à faire face efficacement au terrorisme. Mais est-ce que la politique étrangère de la France en Afrique est exempte de responsabilité dans la mauvaise gouvernance en Afrique? On doit poser au président Emmanuel Macron, qui a rédigé des lettres de félicitations aux dictateurs qui violent les constitutions, qui truquent les élections, qui confisquent le pouvoir à vie, qui détournent massivement l'argent public africain. Qui a rédigé des lettres de félicitations à ces dictateurs? Monsieur le président Emmanuel Macron, je suis obligé de vous rappeler que c'est ce que vous avez fait depuis que vous êtes président de la République. Vous avez félicité Paul Biya pour toutes les fraudes électorales perpétrées au Cameroun, dont vous avez pourtant des informations précises. Vous avez félicité Alassane Dramane Ouattara pour toutes les fraudes perpétrées en Côte d'Ivoire, y compris la violation de la Constitution, dont vous vous êtes rendu complice. Oui, parce que vous avez tenté d'expliquer que parce qu'il avait perdu le candidat initial du RHDP en cours de période de campagne, il avait le droit de violer les articles 55 et 183 de la Constitution ivoirienne. Vous avez publiquement soutenu le coup d'État au Tchad. Vous êtes allé installer le fils du président Idriss Déby Itno. Il s'est installé par coup d'État. Vous avez publiquement soutenu la fraude électorale au Togo. Vous avez félicité l'autocrate togolais qui avait pris le pouvoir par coup d'État et qui a modifié la Constitution et qui a fraudé aux élections. Ce sont des faits. Vous avez soutenu la fraude électorale au Congo-Brazzaville. Vous avez adressé une lettre de félicitations à Denis Sassou Nguesso, qui est connu comme un autocrate, invétéré, impénitent, fraudeur d'élections, manipulateur de constitution. Monsieur le président Macron, c'est ce que vous avez fait. On ne peut pas parler de mauvaise gouvernance en Afrique sans citer votre apport inestimable à cette dégradation de la vie politique africaine, ce qui n'enlève rien à la responsabilité des peuples africains et des dirigeants qui se sont imposés à leur tête. Mais on parle ici de votre responsabilité. Mais la malgouvernance africaine, elle a été aggravée par la persistance de la France-Afrique. Souvenez-vous de ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire avec Ouattara, de ce que vous avez fait au Cameroun avec Biya, au Congo avec Sassou, au Togo avec Faure Gnassingbé, ce que vous avez fait au Sénégal avec Macky Sall, souvenez-vous-en. Ce que vous avez fait en avril 2021 au Tchad, après la mort du président Idriss Déby Itno, souvenez-vous-en. Et peut-être qu'il faut vous rappeler ce que les Africains savent, grâce entre autres au président Idriss Déby Itno, mais qui manipule, qui se mêle de politique africaine tout le temps, qui tripatouille les résultats, qui tripatouille les constitutions africaines, qui met les pieds dans les affaires africaines tout le temps pour vous imposer ses valets et pouvoir ainsi contrôler les richesses africaines. Qui fait ça? Monsieur Déby, parlez. J'aurais souhaité moi-même. Oui. En 2002. Oui. C'est Idriss Déby. M'arrêter. Le père. Comme j'avais le maréchal. Son temps au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, il devrait céder en fait 10 ans. Oui. Il y a 10 ans. Au suivant. D'accord. La guerre a éclaté. Les mercenaires avaient attaqué, ils demeurent ici la ville. Le pays était en guerre. Voilà. Vous comprenez? Oui, on comprend. Mais en 2016, il... Attendez s'il vous plaît. Mais laissez-le parler. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, écoutez bien. La France intervient souvent. Voilà. C'est ça le problème de gouvernance. Haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé. Voilà. Je dis, je ne le fais pas. Oui. De changer la Constitution. Mais alors, pourquoi vous changez la Constitution dans le pays des gens? De quel droit vous le faites? Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Voilà. Et je n'ai pas fait la campagne. Voilà, président Macron, écoutez. C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Laissez-moi finir. Président Macron, écoutez bien. Quand, comment ils appellent le constitutionnaliste qui est venu? Il s'appelle Charles Debache. C'est le tripatouilleur de constitution de la France-Afrique. Charles Debache. J'ai dit, je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique
Pour la France, il n'y a rien qu'on appelle de caché. Vous comprenez, président Macron? Vous comprenez le problème? Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Voilà ce que les Africains savent. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. Ah bon? La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Ah! Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Très bien. Donc, le président Macron, de quoi nous parle-t-il? Il parle, oh, il y a eu des erreurs de gouvernance. Non, c'est la France-Afrique. C'est le système néocolonial. Le principe de ce système, c'est mal gouverner l'Afrique pour pouvoir continuer à l'exploiter. Si l'Afrique était bien gouvernée, il n'y aurait plus de francs CFA. Il n'y aurait plus de bases militaires françaises. Il n'y aurait plus de coups d'État organisés par des puissances extérieures pour imposer des valets à la tête des pays africains. Il n'y aurait pas de harcèlement sur les valeurs culturelles et sociétales des pays africains, si l'Afrique était bien gouvernée. Donc la malgouvernance de l'Afrique est une condition essentielle de la puissance néocoloniale de la France. C'est un fait scientifique qui n'est pas difficile à établir. Bon, on le laisse continuer à parler, le président Macron, puisque l'objectif c'est de montrer que ce qu'il dit est faux. Et on a un peu payé le prix de la mauvaise gouvernance politique, c'est-à-dire qu'il y a un système politique dont les jeunes ont voulu se débarrasser, je ne veux pas généraliser, dont certains ont voulu se débarrasser, et on a été emporté avec. Le système politique dont il parle, ça s'appelle la France-Afrique, c'est le néocolonialisme. Hein? C'est le système politique favori de Ibeka, de Roch-Marc Christian Kaboré ou de Mohamed Bazoum. Les trois qui sont tombés là, ce sont des dirigeants france-africains, oui ou non? Sur qui comptait Bazoum? Mais il comptait sur l'aide de la France pour continuer à dominer, à écraser les Nigériens. Sur qui comptait Ibeka? Il comptait sur l'aide de la France pour continuer à rester à la tête des Maliens. Il n'avait aucun autre soutien. Sur qui comptait, eh bien, Roch-Marc Christian Kaboré? Mais c'est là-bas qu'on est allé faire le discours de 2017. Il estimait que la politique ronronnante là, qui consistait à faire semblant d'aider le Burkina à combattre le terrorisme, suffirait. Voilà pourquoi ils sont tombés. Il faut nommer le système que les jeunes Africains ont vomi, et veulent vomir, et vont vomir. C'est le système néocolonial français, c'est le système impérialiste, et c'est le système despotique des valets des puissances étrangères. Les jeunes Africains n'en veulent plus. On ne veut plus des dictatures du Cameroun, du Togo, du Bénin. On ne veut plus des dictatures de Côte d'Ivoire. On ne veut plus des dictatures du Gabon. On n'en veut plus. On ne veut plus de dirigeants africains télécommandés de l'extérieur. C'est terminé. Voilà le message de la jeunesse africaine. Que vous ne voulez pas écouter, que vous voulez biaiser, que vous voulez tordre, que vous voulez transformer, que vous voulez édulcorer. Laissons-le continuer. Mais on n'était pas là par connivence, on était là parce que ces responsables politiques élus par leur peuple nous avaient demandé de les protéger. Il nous dit, on n'était pas là par connivence. On était là parce que les responsables politiques élus par leur peuple nous ont demandé de les protéger. Mais qu'est-ce que vous faites de toutes les fraudes électorales qui ont permis à des gens comme Bazoum de se dire élus au Niger? Quand on a traqué Hama Amadou pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du Niger, n'étiez-vous pas là pour vous rendre compte qu'on ne pourrait plus appeler élection présidentielle une affaire dans laquelle des candidats valables sont exclus? Vous vous apprêtez à appeler élection présidentielle les machins que Ouattara organise en octobre 2025 en Côte d'Ivoire, les machins que Biya organise en octobre 2025 au Cameroun. Vous vous préparez à appeler ça élection présidentielle? Des élections dans lesquelles la Cour constitutionnelle, la commission électorale, les tribunaux, tout est confisqué. Les forces de défense et de sécurité, tout est confisqué par un clan. Les médias publics. Les résultats sont déjà rédigés d'avance. Vous osez appeler ça élection? Eh bien, ça aussi, nous avons disqualifié ce concept. Nous appelons ça pourri-élection. Élection pourrie. Pourri-élection. Nous avons créé ce concept pour sortir les Africains de l'illusion d'appeler encore élection cette parodie, ces scandales, ces aberrations. Il dit que ça n'a pas été fait en connivence, mais qui a créé la France-Afrique? C'est De Gaulle, Foccart et leurs valets africains. Le système néocolonial a été créé par Paris. Le franc CFA n'est pas une monnaie africaine, c'est une monnaie française. Ce ne sont pas les Africains qui ont créé le franc CFA.
Les bases militaires françaises qui sont installées en Afrique depuis la période coloniale, elles n'ont pas été installées par les Africains. De quoi parle-t-il? Il dit, on n'a aucune connivence, on n'a rien fait. Comment on n'a rien fait? Qui a perpétré les massacres coloniaux? Les déportations coloniales? Qui a perpétré les pillages sur le continent? Qui a perpétré la traite négrière? Qui en a vécu? Les traces sont encore là à Bordeaux, à Nantes, à Quimper, ici en France, à Lorient. Des traces des Africains transformés en marchandises et qui n'ont jamais été défendus par un tribunal, qui n'ont jamais été réparés, dont les pays n'ont même pas perçu l'ombre du début d'une réparation depuis 600 ans. Vous pensez vraiment pouvoir dire on n'a rien fait? Alors que vous avez fait payer l'Allemagne jusqu'en 2010 pour ses crimes de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première. Et la CEDEAO nous avait demandé de la protéger face au terrorisme djihadiste. Voilà. Le président Macron dit que la CEDEAO a demandé à la France de la protéger face au terrorisme djihadiste. Mais qui a détruit la Libye? Qui a installé les terroristes djihadistes? Mais c'est l'OTAN. Parmi les puissances de l'OTAN, il y a la France. Qui a créé Al-Qaïda dans les années 80? Mais c'est l'OTAN, les États-Unis. Qui a créé l'organisation de l'État islamique? C'est l'OTAN, à travers les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient. Donald Trump a clairement pointé l'administration Obama-Clinton. Et on a aujourd'hui les preuves des financements directs de l'administration Obama-Clinton à Al-Qaïda et à l'État islamique. On a même des preuves de financement à Al-Qaïda au Mali. 14 millions de dollars sont sortis de l'USAID pour aller dans les poches des organisations terroristes qu'on présentait faussement comme des sécessionnistes au Mali. Ce sont des faits récents qui ont été rétablis. Il n'y a plus de débat scientifique sur la positivité de ces faits. Il dit que la CEDEAO a demandé à la France de l'aider à lutter contre le terrorisme. Mais la CEDEAO est une organisation qui est sous l'influence française. Et tout le monde sait très bien que ce que la CEDEAO peut demander à la France est ce que la France demande à la CEDEAO de lui demander. C'est l'art de crier son propre nom sur la colline et d'aller répondre en bas. Les Africains savent aussi cela. Mais qui est le leader politique le plus influent de la CEDEAO? C'est Alassane Dramane Ouattara. Mais qui est Alassane Dramane Ouattara? Un valet du néocolonialisme français. Quand on dit Alassane Ouattara a demandé quelque chose à la France, tous ceux qui savent qu'Alassane Ouattara est un valet du néocolonialisme français savent que quand Alassane Ouattara parle, c'est le néocolonialisme français qui parle à travers lui. Il n'est rien d'autre en réalité qu'un ventriloque. Il n'est rien d'autre que le micro du néocolonialisme français. Qui prend au sérieux la CEDEAO? Depuis qu'on sait que cette organisation a été capable d'appliquer des sanctions qui ont été annoncées en mondovision par le président français avant d'être prises en janvier 2022 contre le Mali. Qui ne se souvient pas, en décembre 2021, de la déclaration de 17 pays européens, parmi lesquels la France, annonçant qu'elle allait demander à la CEDEAO de prendre des sanctions contre le Mali, parce que le Mali avait décidé de diversifier son partenariat géopolitique et géostratégique en direction de la Russie. Ça a été fait en 2021. Le président Macron a dit publiquement qu'il allait prendre attache avec la CEDEAO pour que le Mali soit puni. Et le Mali fut puni. Mais qui peut penser que c'est la CEDEAO qui a pris cette décision? Alors qu'on a vu le président français, des ministres du gouvernement français, annoncer les sanctions qui allaient tomber sur le Mali avant même la réunion de la CEDEAO. Mais pourquoi voulez-vous que nous vivions dans ce monde, que ces vérités se déroulent sous nos yeux et que nous ne les rappelions point, alors que tout le monde sait que c'est le rappel qui sauve l'âme? Pourquoi n'aimez-vous pas la vérité? Souffrez, président Macron, de connaître ce que les Africains connaissent. Parce que votre problème, c'est que vous êtes dans l'illusion que les Africains ne savent pas de quoi vous parlez. Mais ce temps-là, c'était le temps du XXe siècle, lorsque c'est RFI, France 24, TV5 qui faisaient l'opinion africaine. Ce temps est passé. Les Africains n'attendent pas votre interview pour savoir à qui et à quoi ils ont affaire. Ils ont plusieurs sources. Ils ont la possibilité de confronter les données et de se constituer un jugement complexe, précis, objectif, varié, nuancé, documenté, archivé.
sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. Donc, là, jusqu'ici, je ne vois pas une seule des affirmations du président Macron qui tiennent debout. C'est incroyable que, avec tout ce qu'il a comme conseiller, et même avec cette journaliste complaisante qu'il interviewe, il ne soit pas capable de se rendre compte que la bulle dans laquelle il est, elle a crevé depuis longtemps face à l'épreuve du réel. Et on a fait ce qu'on devait faire. Et il y aurait sans doute pas, à coup sûr, le Mali ne serait plus un État unique si on n'était pas intervenu en 2013. Et je le dis d'autant plus aisément que j'ai pas eu à porter ce choix, il a été fait par mon prédécesseur. Je m'arrête là. Il dit que le Mali ne serait plus un État uni si eux, ils n'étaient pas intervenus en 2013. Mais écoutez, qui a élaboré les premiers plans de sécession du Mali et de découpage du Mali dans les années même 20, 30? Qui a été derrière le financement et l'armement des premiers mouvements sécessionnistes au nord du Mali? C'est le colon français, c'est documenté. Et pourquoi? Parce que la découverte des gisements stratégiques du nord du Mali a amené le colon très tôt à vouloir créer dans cette zone-là une tension afin d'imposer ces conditions d'exploitation des richesses du nord du Mali au gouvernement central de Bamako. Ce n'est pas un problème qui date de 2010. Ça, c'est d'un. De deux. Mais Al-Qaïda, c'est une organisation créée par l'OTAN. L'État islamique, organisation créée par l'OTAN. Mais vous venez aider le Mali à combattre les organisations terroristes que vous avez contribué à armer, à équiper et à positionner sur le terrain. Mais mieux encore, à propos de cette intervention française au Mali, rappelons les faits que nous connaissons. Le Mali n'a jamais demandé à l'armée française de mettre le pied sur son sol. Je recommence une deuxième fois. Le Mali, la République du Mali, en 2013, n'a jamais demandé à l'armée française de mettre le pied sur son sol. Nous avons lu dans les sources du Sénat français à Paris le courrier du 9 janvier 2013, rédigé par le président de transition, le professeur Dioncounda Traoré, à l'adresse du président français d'alors, François Hollande. La demande malienne était que la France veuille bien apporter deux choses au Mali. Un appui-feu aérien et du renseignement satellitaire sur la position des groupes terroristes, quitte pour l'armée malienne à s'occuper d'éradiquer les groupes terroristes au sol. La demande officielle malienne n'a jamais été que l'armée française se positionne sur le sol malien. L'armée française n'a jamais été invitée à descendre à terre. Le Mali a demandé, dans le cadre des accords qui le liaient à la France, à la partie française de bombarder les colonnes qui étaient supposées fondre sur Bamako et qui, pour beaucoup, en fait, se sont avérées imaginaires, et de donner à l'armée malienne les coordonnées, grâce aux satellites français, les coordonnées du positionnement des rebelles. L'armée malienne s'occupait des rebelles, des terroristes par terre. Or, qu'a fait François Hollande? Il a forcé la main à Dioncounda Traoré. Là où Dioncounda attendait uniquement l'appui-feu aérien et le soutien en renseignement satellitaire, Hollande a fait débarquer plus de 5000 soldats français sur le sol malien. Littéralement selon la stratégie qui dit que l'occasion fait le larron. Le plan qu'il y avait à partir du saccage de la Libye, c'était la fragilisation du Sahel afin que les Sahéliens acceptent le repositionnement militaire des armées occidentales sur le sol africain. C'est dans le cadre de ce plan que François Hollande projette rapidement des soldats français sur le sol malien. Dans l'euphorie du moment, l'opinion malienne ne se rend pas compte du subterfuge, de la supercherie, de la tromperie. Sous couvert de lutte antiterroriste, on avait commencé une recolonisation militaire du Mali. Donc, voilà des choses évidentes que l'opinion doit savoir à propos des conditions de l'intervention militaire de la France au Mali en 2013. Ce n'était pas une intervention demandée sous la forme sous laquelle elle s'est manifestée. Elle a été imposée par François Hollande à Dioncounda Traoré. Il l'a mis devant le fait accompli. Dans une période en plus où les autorités de Bamako, confrontées à des dissensions internes, étaient fortement affaiblies, l'armée française s'est repositionnée sur le sol
Et c'est elle qui a fait venir toutes les autres armées occidentales sur le sol malien. Confirmant ainsi une volonté de repeuplement militaire de l'Occident en Afrique. Oui, voilà les faits dont le président Macron devrait parler. Et je vois des journalistes, dont certains qui ont d'ailleurs une apparence africaine, et qui devraient avoir une certaine sensibilité, ne serait-ce que intellectuelle, pour la réalité des faits de l'histoire africaine, et qui n'osent pas faire objection au président Macron pour les faussetés qu'il dit. Oh que c'est honteux, oh que c'est triste. Personne ne lui dit, mais président Macron, au fait, l'armée française a participé à la destruction de la Libye, à la déstabilisation du Sahel. Ne voyez-vous pas qu'une stratégie du pompier pyromane, comme celle qui a été employée par l'OTAN, et la France, en tant que puissance de l'OTAN d'ailleurs, est à l'origine du désamour définitif avec les Africains qui ont découvert le poteau rose? Comment voulez-vous que les Africains nous prennent comme des partenaires sérieux, comme des partenaires sincères, après avoir découvert une supercherie d'une telle ampleur? Personne ne lui pose cette question. Ils sont pourtant journalistes et ils sont payés avec nos impôts. C'est scandaleux. Et on est resté trop longtemps dans une posture de soutien sans que ça bouge sur les projets, justement, et sur la rénovation démocratique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Défaut. Je m'arrête là. Il parle de démocratie, mais les Africains n'ont jamais demandé à l'Occident de venir penser le modèle politique d'État de droit dont ils ont besoin. Les Africains n'ont jamais demandé à l'Occident de lui transférer ses valeurs morales. L'Afrique est une civilisation plus ancienne que l'Occident. D'ailleurs, la civilisation occidentale, en ses racines gréco-romaines, est née sous l'influence des Africains. Les grands maîtres de la pensée occidentale sont les élèves des grands maîtres de la pensée africaine. Ce qu'on appelle le mouvement grec, le miracle grec, ben, il n'existe pas. Les grands penseurs grecs étaient les disciples des prêtres philosophes négro-égyptiens. Vous pouvez les prendre dans toute leur extension. Que vous citiez Thalès, que vous citiez Pythagore, que vous citiez Platon, que vous citiez Socrate, que vous citiez Hérodote, que vous citiez... Tous ceux qui ont contribué à l'éclosion de la science gréco-romaine sont les élèves des Africains. L'écriture est née en Afrique. Les mathématiques, l'astronomie, la géographie, l'histoire, la religion, au sens de la tradition sacrée, sont nés en Afrique. On sait que Homo sapiens a été créé par le Tout-Puissant sur la terre bénie d'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. De quoi nous parlez-vous? Mais qui a demandé aux puissances occidentales de venir nous dire en Afrique le modèle politique qui nous convient, alors que nous faisions la politique avant tous les peuples occidentaux en Afrique? Qu'est-ce qu'on a à foutre de cette propagande démocratique, droit de l'homiste? Qui plus est, une objection importante envers cette propagande démocratique. Ah, on n'a pas démocratisé. Mais est-ce qu'on a fini de démocratiser l'Europe? L'Europe n'est-elle pas en crise de régime politique? Sont-ce des démocraties que nous avons ici? Lisez le bel ouvrage de Bernard Manin, Les principes du gouvernement représentatif. Bernard Manin est un professeur de sciences politiques de l'Université de Paris 1 et qui a également enseigné dans les universités américaines. Il a démontré que ceux qui ont fondé la République française étaient des antidémocrates. Il a notamment étudié la pensée de l'un des plus importants concepteurs de la République française, Joseph de Maistre, un ennemi juré de la démocratie. Ce qu'il voulait, pour la France, c'est un gouvernement représentatif, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel, par le mécanisme électoral, des élites bourgeoises qui possèdent l'argent, qui possèdent les savoirs, qui contrôlent les arcanes du pays, se reproduisent en obtenant le plébiscite du peuple. C'est cela le gouvernement représentatif. Et Joseph de Maistre opposait le gouvernement représentatif à la démocratie. Et il ne considérait pas la République française comme étant une démocratie. C'est l'un des maîtres penseurs de la fondation de la République française, que je vous cite. Et Bernard Manin, dans son ouvrage « Les principes du gouvernement représentatif », d'établir alors que ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie en Occident, c'est un abus de langage. Cela ne correspond pas à ce que les Grecs dans l'Antiquité appelaient démocratie. Et il y aurait encore un débat pour savoir
comment comparer la démocratie, c'est-à-dire en fait le régime représentatif qu'on a en Occident, avec la démocratie populaire qu'on a chez les Chinois, chez les Nord-Coréens, ou par exemple chez les Cubains. Parce que là-bas aussi est revendiqué le thème démocratique. Voici des gens qui en Occident n'ont même pas fini d'évacuer le débat sur la nature, soi-disant démocratique, de leur régime représentatif. Voici des gens qui ont 12 monarchies en Angleterre, en Espagne, au Portugal, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Monaco. Voici des gens qui ont 12 monarchies, Liechtenstein, etc. Ils n'ont pas fini d'imposer le principe démocratique dans toute leur monarchie. Et ce sont eux qui se font professeurs de politique du monde entier. Il faut que chez vous, ça se passe comme ça. Sinon, vous n'aurez pas ceci. Vous devez remplir les conditionnalités de ceci ou de cela. Mais comment un continent, tard venu à l'histoire de la civilisation, peut-il être devenu le professeur de civilisation du monde entier? Voilà l'une des raisons de la crise mondiale. On ne peut plus imposer aux Africains éveillés des valeurs qui ne sont pas pour eux éprouvées comme universalisables. Les civilisations sont des tentatives d'universalisation. Aucune ne possède l'universalité absolue. Chaque civilisation ne peut posséder qu'une universalité relative à tout le moins. Même si elle peut prétendre que son universalité est absolue, elle est toujours relative. C'est-à-dire que ce que nous considérons comme bon pour nous ne l'est pas exactement pour les autres. Et nous avons à vivre ainsi dans un monde que nous appelons justement multipolaire, là où personne n'impose son absolu aux autres. Personne ne doit imposer son absolu aux autres. C'est quoi cette histoire? Démocratie, bonne gouvernance, conditionnalité, objectif du millénaire. Vous avez rédigé ça avec qui? À quel moment les Africains ont participé à l'élaboration de toute cette littérature, de toute cette propagande, qui sert en réalité à l'hypocrisie des puissances rapaces de l'impérialisme, du néocolonialisme, du despotisme planétaire. Donc, continuons d'écouter le président Macron. J'ai dit qu'on va démontrer que ce qu'il dit est faux. Est-ce que ça représente le peuple, n'importe? Ben non, parce que c'est pas une élection. Je m'arrête d'abord là. Mais la République française a été fondée par un putschiste, monsieur le président Emmanuel Macron. Qui a fondé la 5e République française? Quel est l'acte qu'a posé le général de Gaulle pour fonder la 5e République française? D'abord, il s'est rébellé contre la République française dirigée par le maréchal Pétain. Oui ou non? Il s'est enfui en Angleterre pour chercher le soutien des Britanniques et des Américains. Puis, il s'est enfui en Afrique pour chercher le ralliement des peuples des colonies françaises d'Afrique. Il a lancé le fameux appel de Brazzaville, décrétant Brazzaville, l'actuelle capitale de la République du Congo, capitale de la France libre. Qui était De Gaulle au moment où il lance l'appel du 18 juin 1940? C'était un rebelle français. C'est quelqu'un qui, du point de vue du gouvernement français, de l'État français, alors légal et légitime, était considéré comme un putschiste. Retrouvez toute la littérature du régime Pétain décrivant De Gaulle. C'est un putschiste, c'est un rebelle. Il sera même condamné à la peine de mort par contumace. Quand on est l'un des présidents de la 5e République française, on ne peut pas parler avec condescendance de la question du coup d'État. Car la 5e République française est née d'un coup d'État. Oui, elle est née d'un coup d'État. Que cela vous plaise ou non, ce sont les faits. Pour Pétain, De Gaulle était un putschiste. Oui! Vous n'aimez pas la vérité, c'est pas grave. Mais c'est ce que les Africains, eux, ils savent. C'est ce que le monde entier sait. Alors, un putsch n'est pas une élection. En effet, à l'origine, De Gaulle n'a pas été élu. Il a fait la guerre. Il a organisé la guerre. Avec le soutien des Américains, des Africains. Il a vaincu Pétain. Il a vaincu Vichy. Et on a appelé ça du nom glorieux de résistance. Mais pourquoi persistez-vous à mépriser les Africains qui font l'histoire? Pourquoi persister pour vouloir utiliser essentiellement des concepts péjoratifs, humiliants, pour décrire les Africains qui, eux, sont en train d'accomplir pour l'Afrique ce que De Gaulle voulait accomplir pour la France? D'où vous placez-vous?
pour juger un coup d'État africain, non pas du point de vue des peuples africains, mais du point de vue de vos critères à vous. Vous qui n'êtes pas partenaire de la souveraineté africaine. Et donc je dirais, en bon français, the jury is still out. Parce que la jeunesse, elle ne s'est pas exprimée, elle n'a pas voté. On peut dire au président Macron, mais lorsque les Africains ont été réduits par dizaines de millions, par centaines de millions en esclavage, entre autres par le Royaume de France, il y a eu un vote des Africains pour ça. Lorsque l'armée française, les colons français, ont attaqué l'Afrique, ont perpétré des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des pillages, est-ce qu'il y a eu un vote des Africains pour cela? Lorsque M. de Gaulle a créé cette monnaie coloniale, qu'on appelle aujourd'hui le franc CFA, est-ce que les Africains ont été appelés à voter? Il y a eu un vote des Africains pour ça. Lorsque M. de Gaulle et ses héritiers successifs à l'Élysée ont maintenu des camps militaires sur le sol africain, les Africains ont-ils été appelés à voter pour cela? Mais comment peut-il nous parler du principe électif alors que toute l'histoire de la France-Afrique, toute l'histoire de la France en Afrique est basée sur la négation de ce principe? Il suffit de regarder l'histoire de la présence française en Afrique pour se rendre compte qu'elle est aux antipodes du principe démocratique. Et il faut peut-être que je vous rafraîchisse la mémoire. On va donner la parole à M. André Chassaigne, un brillant député qui vient de prendre sa retraite, qui va vous parler de l'histoire de la France en Centrafrique. On prend juste ça. M. Chassaigne, venez. Oui. L'histoire en Centrafrique. Non, allez-y. Oui. Écoutez, M. Macron. Écoutez. Écoutez l'histoire de l'interventionnisme, entre guillemets, démocratique français en Afrique. Le cas centrafricain. Allons-y. Allez-y, M. Chassaigne. Vous avez la parole. Monsieur le Président. Oui. Mes chers collègues, messieurs les ministres. Oui. C'est avec émotion que je m'associe au nom de mon groupe à l'hommage unanime rendu aux soldats morts en Centrafrique. À peine un an après l'engagement de la France au Mali, notre pays se lance dans une nouvelle opération sur le continent africain. Après l'opération Serval qui devait s'achever en juillet dernier, le président de la République vient de déclencher l'opération Sangaris qui se traduit par le déploiement de 1600 soldats français. Il s'agit de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne. C'est démocratique, depuis ça? les indépendances d'il y a 50 ans. C'est ça la démocratie? Cette intervention en Centrafrique s'inscrit dans une longue lignée d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie, indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. Oui, bien sûr. La Centrafrique, si elle n'est pas dénuée de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, occupant la 160e place sur 177 selon le classement de l'indicateur de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. Oui. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises en Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Voilà. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État. Voilà votre démocratie en Afrique. La France n'est jamais très loin. Oui, c'est ça votre démocratie. Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises dans ce pays considéré comme un porte-avions au centre de l'Afrique. C'est ça votre démocratie. Lors de nombreuses interventions militaires dans la région. La France n'est pas étrangère à la situation chaotique que connaît ce pays. Elle porte une responsabilité historique dans la tragédie centrafricaine. Elle n'est donc pas la plus qualifiée pour intervenir. C'est un paramètre que nous ne pouvons pas ignorer, même si, je le dis clairement, il n'est pas question de tergiverser pour la protection des populations civiles, premières victimes des violences sanglantes qui déchirent ce pays. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a déclaré
Face à la communauté française de Bangui, le 13 octobre dernier, je cite, « Sachez que l'amitié traditionnelle qu'a portée la France à la Centrafrique, nous voulons la manifester de nouveau pour aujourd'hui et pour demain. » Pourtant, notre histoire commune est marquée par de sombres affaires. Nous gardons en mémoire le pitoyable sacre de l'ancien sous-officier de l'armée française devenu l'empereur Bokassa Ier en présence de la diplomatie française. Malgré ce soutien, le président Valéry Giscard d'Estaing a décidé de débarquer son ancien ami devenu trop encombrant, incontrôlable, qui menaçait nos intérêts pour installer au pouvoir le président David Dacko pour ensuite favoriser la dictature du général Kolimba. Il sera remplacé par le dictateur Ange Félix Patassé, qui sera quant à lui chassé du pouvoir en mars 2003 par le général Bozizé, un jeu de chaises musicales orchestré par l'ancienne puissance coloniale. C'est ça votre démocratie. 2007, face à la multiplication des mouvements rebelles sous influence soudanaise et tchadienne, les parachutistes français sautent sur Birao, dans le nord de la République centrafricaine. C'est ça votre démocratie. C'est de ce nord musulman qu'est venue en décembre 2012 l'offensive des rebelles de la Séléka qui, le 24 mars dernier, porta au pouvoir Michel Djotodia. Dans un réflexe hérité de l'histoire, le président Bozizé a vainement appelé à l'aide la France avant de prendre la fuite. C'est ainsi que l'actuel président centrafricain est arrivé au pouvoir avec le soutien des rebelles de la Séléka qui sont devenus ses propres ennemis. Michel Djotodia qui en appelait à la France après avoir dissous la coalition rebelle de la Séléka. Aussi, au regard de notre histoire en Centrafrique, on peut légitimement s'interroger sur les différentes motivations d'une nouvelle intervention dans l'ancienne colonie. L'ordre du jour réel. Je m'arrête là. Rien que pour la République centrafricaine, vous avez une image de cet interventionnisme. Un interventionnisme néocolonial et colonial, impérialiste. Et on ne peut pas appeler ça démocratie, sauf si on veut continuer à entretenir en effet la confusion sur la notion de démocratie, qui, même ici en Europe, est confondue avec celle de régime représentatif. Il s'agit là d'une stratégie de pêcheur en eau trouble. Bon, revenons au président Macron. Qu'il continue à nous parler. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui? Et au bout de quelques années, moi je n'ai pas commenté les choses, comme il voulait plus lutter contre le terrorisme, il s'est retiré. NR choisi, il y en a plus. Mais je constate qu'aucun... Il dit, comme il ne voulait plus lutter contre le terrorisme, on s'est retiré. Ce n'est pas vrai. La lutte antiterroriste est beaucoup plus efficace au Mali, au Burkina Faso et au Niger depuis que l'armée française en a été retirée. L'armée française ne s'est pas retirée. Le Mali lui a ordonné de partir. Le Burkina Faso lui a ordonné de partir. Le Niger lui a ordonné de partir. Le Tchad lui a ordonné de partir. Nous étions là. Il ne s'agit pas d'un auto-départ. Il ne s'agit pas d'un départ spontané, volontaire, la fleur à la bouche et la chanson tonitruante. Non! Les autorités de ces pays ont ordonné à l'armée française de quitter leur territoire. C'est vrai ou c'est faux? Mais nous nous sommes époumonés pendant plus de 20 ans dans ce pays à expliquer qu'il fallait retirer les troupes françaises, il fallait supprimer, retirer le franc CFA, laisser l'Afrique reprendre entièrement sa souveraineté en main. On ne nous a pas écoutés. Finalement, il a fallu que le président Assimi Goïta et ses compagnons demandent à l'armée française de partir. Que le président Ibrahim Traoré et ses compagnons demandent à l'armée française de partir. Il a fallu que le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons demandent à l'armée française de quitter leur territoire en donnant des délais. Le Tchad a fait la même chose. Ça s'est passé sous nos yeux. On veut présenter le retrait militaire français comme un retrait spontané. Ce n'est pas vrai. Ça, il s'agit du révisionnisme et du négationnisme historique. On a tous vu l'armée française se retirer, la mort dans l'âme. Et les pleurs de ce retrait se poursuivent. L'aigreur, la rancœur que l'on ressent auprès d'une certaine élite politique française envers les dirigeants du Sahel proviennent de cette décision souveraine de libérer leurs terres de l'occupation des troupes néocoloniales. Comment il veut nous présenter cela? Alors, il ne voulait plus combattre le terrorisme? Non. Les dirigeants sahéliens ont fait l'analyse suivante. Le terrorisme s'est installé chez nous à la faveur de l'intervention de l'OTAN en Libye. Ils ont donc fait la liste
des pays de l'OTAN qui ont participé à l'agression de la Libye, donc à la déstabilisation du Sahel. Ils ont dit, on ne peut pas efficacement combattre les mercenaires de l'OTAN en s'associant à l'OTAN, puisque l'OTAN, dans cette affaire, a joué aux pompiers pyromanes. Voilà le raisonnement logique du président Assimi Goïta, du président Ibrahim Traoré, du président Abdourahmane Tiani et de leurs compagnons. C'est le même raisonnement logique qui a amené le président Mahamat Idriss Déby Itno à demander le départ des troupes françaises et américaines du sol tchadien. Car les attaques sévères que subissait son armée lui ont paru facilitées par la présence de ces troupes. Oui! Et il faut que vous sachiez que les Africains le savent. Les Africains le savent. Et ce ne sont pas seulement les élites africaines maintenant qui le savent dans les capitales. Cela est connu populairement. Les Africains le savent au marché, ils le savent au quartier, ils le savent au village, ils le savent en brousse, ils le savent à la campagne, ils le savent dans les diasporas. Vous ne pourrez plus empêcher les Africains de se servir de cette vérité comme fondement de leur lutte émancipatoire. Vous avez beau nous persécuter, nous traquer, nous les messagers, le message est déjà passé. Et l'Afrique d'hier a disparu. L'Afrique courbée, l'Afrique pliée, l'Afrique couchée, l'Afrique avilie, l'Afrique trompée, l'Afrique manipulée. Cette Afrique est en train de mourir à pas rapide. Et ceux qui se ressuscitent aujourd'hui en Afrique, ce sont des gens comme moi qui vous disent, Monsieur le Président Macron, ce que vous dites est faux. Je sais que pour un Africain, la responsabilité de vous dire que ce que vous dites est faux est, de votre point de vue, une très grave offense. Vous y voyez une atteinte à votre majesté. Pourtant, il s'agit du modeste service de la vérité, de la justice, de la solidarité qui font les véritables hommes. Si on veut être un homme véritable, une femme véritable, un authentique être humain, on s'efforce de servir du mieux que l'on peut la vérité et la justice, la solidarité humaine. C'est le chemin de Mahat, qui est le potomitan de la civilisation africaine. C'est dans ce chemin que nous marchons. Le chemin de nos plus glorieux ancêtres angélisés. Le chemin où se manifeste dans le monde, à travers le verbe, l'analyse, la réflexion, la pensée et l'action, la justice, qui ramène la paix juste parmi les hommes. Voilà notre axe. Alors que vous y voyez une offense personnelle, nous nous contentons d'accomplir notre humanité. Nous accomplissons les raisons pour lesquelles le Tout-Puissant nous a accordé la forme humaine. C'est ce devoir élémentaire que nous accomplissons. Le devoir de vérité. Donc, vous nous dites quoi? Il ne voulait plus combattre le terrorisme, donc nous sommes partis. Ce n'est pas vrai. L'analyse sahélienne et africaine implique la France et toutes les puissances de l'OTAN dans l'expansion du terrorisme en Afrique. C'est sur la base de cette analyse que ces puissances sont priées d'aller en Europe, d'aller en Amérique et de retirer leurs troupes d'Afrique. Parce que leur présence est consubstantielle à la déstabilisation de l'Afrique. La présence de ces troupes-là est accompagnée de la déstabilisation de l'Afrique. Leur absence s'accompagne de l'allègement. Les Africains commencent à bien respirer. Partout où vous avez, eh bien, retiré vos troupes. D'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon, n'est pressé de faire des élections libres. Et que... Le président Macron vient de dire là une énormité. Il dit qu'il y a eu des élections libres au Gabon. Vous voyez comment il coupe l'histoire en petits morceaux? Monsieur le président Emmanuel Macron, s'il faut parler du Gabon, il faut d'abord commencer par reconnaître que la France a imposé à la tête du Gabon un cheffaillon, un valet du néocolonialisme, il s'appelait Léon Mba. Léon Mba, se découvrant malade d'un cancer, d'ailleurs, Léon Mba a été confronté aux révolutionnaires gabonais qui, dans les années 60, ont tenté de le renverser. Il a été rétabli de force au pouvoir par l'armée française. Il l'a dit, la vidéo existe. Je suis vivant grâce à l'intervention du président de Gaulle. Je suis un revenant. Je suis revenu du ventre de la mort. Vous connaissez la vidéo de Léon Mba? Qui a sauvé Léon Mba des révolutionnaires gabonais? C'est l'armée française. Léon Mba tombe malade d'un cancer, il se s'est perdu.
la puissance française, le général de Gaulle et son homme de main Focard le convoquent à Paris et organisent la passation de pouvoir à la tête de la République du Gabon. Vous savez où elle a été organisée? La passation de pouvoir à la tête de la République du Gabon? Ici, à Paris, à l'ambassade du Gabon en France. Devant les caméras françaises, sur ordre de Gaulle et Focard, Léon Mba présente un certain Albert Bongo. Je vous présente mon vice-président Albert Bongo. Si je ne suis pas là, c'est lui qui sera chargé de s'occuper du Gabon. Astaghfirullah. Qui est Albert Bongo? Mais c'est un agent néocolonial français. Bongo va tenir le Gabon sous une dictature impitoyable pendant plus de 40 ans. Quand il meurt, en 2009-2010 par là, quand Bongo meurt, qui impose son fils à la tête du Gabon? Mais c'est toujours l'armée française. Chaque fois que Bongo va être contesté par le peuple gabonais et qu'il va risquer d'être renversé, qui intervient frontalement pour le protéger? Mais c'est l'armée française. Et Bongo, qui était un homme qui n'avait pas sa langue dans la poche, a plusieurs fois dit publiquement, au moindre problème dans ce pays, j'appelle Paris, Paris intervient, on arrange la situation rapidement. Oui, c'est ainsi que parlait Omar Bongo, anciennement Albert Bongo, avant sa conversion musulmane. Qui a imposé le fils Bongo à la tête du Gabon? Mais la France. Maintenant, le fils Bongo Ali, qui est un enfant gâté, il a grandi dans les ors et lambris de la République, il a pris l'habitude du pouvoir, il a le melon qui lui a poussé, il s'est mis à croire qu'il avait vraiment le soutien des Gabonais. Mais il a décidé de désobéir au maître néocolonial français en ouvrant le Gabon au Commonwealth. En faisant un pas à l'écart de la ligne directrice France-africaine qui lui a permis d'accéder au pouvoir, Ali Bongo s'est aliéné la colère de Paris. Quand il a osé évoquer la diversification, a commencé à accélérer la diversification avec la Chine, s'est mis à oser évoquer le fait de travailler avec les Russes sur tel ou tel projet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a favorisé un coup d'État contre lui. Cette fois-ci, l'allié français n'a pas bougé. Les canons français étaient et demeurent à quelques encablures de la résidence présidentielle d'Ali Bongo. L'armée française ne l'a pas aidé. C'est la raison pour laquelle, quand Ali Bongo a été renversé par Oligui Nguema, soutenu par la France, par le chef de la garde présidentielle, soutenu par la France, pour montrer qu'il avait compris que c'est la puissance française qui soutenait le putschiste Dansoman de Libreville, Oligui Nguema, Ali Bongo parla anglais. Make noise, make noise, make noise. C'est-à-dire, mes anciens parrains m'ont lâché, espérant quelques amabilités du côté de l'Angleterre et des États-Unis, se penchant sur son côté anglophone, parce que Ali Bongo, même par sa formation, même dans sa période d'études, a été fortement immergé dans le monde anglo-saxon. Ali Bongo parla anglais pour informer le monde entier qu'il savait que c'est parce qu'il avait été lâché par Paris que le petit Oligui Nguema pouvait en effet l'humilier dans sa propre maison. Le président Macron cite le Gabon, où a eu lieu un coup d'État néocolonial. Oligui Nguema a pris le pouvoir avec l'approbation de Paris, avec le soutien de Paris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une constitution qui lui a permis d'éliminer tous les candidats susceptibles de le battre à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il vient de faire. Avant cela, si c'était pour la démocratie que Paris a soutenu Oligui Nguema, Oligui Nguema en tant que chef de la garde présidentielle, détenteur d'une force militaire conséquente, Oligui Nguema aurait intervenu, serait intervenu pour que le véritable gagnant de l'élection présidentielle, à savoir le professeur Ondo Ossa, soit établi dans ses fonctions de président élu de la République française. Si Paris était du côté de la démocratie, Paris aurait demandé exceptionnellement à Oligui Nguema de soutenir le président élu. Mais Paris n'a jamais été du côté de la démocratie en Afrique. Jamais. Paris n'est que du côté de ses intérêts. Et la démocratie est un cache-sexe, un voile, qui permet de
maquiller ses intérêts, de masquer ses intérêts et de ne pas les assumer clairement. Donc, Oligui Nguema est un putschiste néocolonial soutenu par Paris. Il n'y a qu'à voir le traitement de faveur dont il a été l'objet. Le traitement préférentiel dont il a été l'objet de la part du président Macron. Contre lui, on n'a pas utilisé du chef de la junte, le putschiste, chef de la junte. Contre Oligui Nguema, on n'a pas utilisé les mêmes termes péjoratifs qu'on a utilisés contre Assimi Goïta, contre Ibrahim Traoré ou contre Abdourahmane Tiani. Pourquoi? Parce qu'Oligui Nguema est un putschiste néocolonisé, un putschiste soumis, un putschiste france-africain, un putschiste bontain. On l'a traité avec la même gentillesse qu'on a traité en 2021, Mahamat Idriss Déby Itno, qui était alors général à la tête du Tchad, comme on a traité Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée, puisque son coup d'État est compatible avec les intérêts néocoloniaux et impérialistes. Tout le monde a vu cela. Le président Macron dit qu'au Gabon, il y a eu des élections libres. Comment peut-il y avoir des élections libres lorsque quelqu'un qui est un général d'armée et qui a dit qu'il allait rendre le pouvoir aux civils se métamorphose en civil pour récupérer le pouvoir qu'il a rendu? Vous appelez ça élection libre comment? Est-ce que vous voyez comment le président Macron, en citant l'exemple gabonais, se moque du peuple gabonais? Quel mépris pour le peuple gabonais! Quelle personne sérieuse, ayant un minimum de culture politique en France, peut considérer que ce qui s'est passé au Gabon, c'est une élection démocratique? Que ce qui s'est passé au Gabon, c'est une élection libre? Oligui Nguema a exclu celui qui a gagné l'élection. Bien sûr, il détient son tuteur. Parce que lui-même, il est membre du régime. Il détient son tuteur, bien sûr, Ali Bongo. Il détient sa femme et son enfant, qui ne sont pas moins corrompus que lui-même, Oligui Nguema. Oligui Nguema a organisé une campagne dont il avait éliminé par l'argutie constitutionnelle les candidats qui pouvaient le battre. Il s'est autoproclamé élu au terme de sa pourrilection. Et c'est ce modèle que le président Macron ose prendre pour l'opposer à des pays où se déroule un processus révolutionnaire. Comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où les ressources de ces pays, pour la première fois, sont en train vraiment de servir à renforcer la sécurité de ces pays, à lancer des investissements importants pour l'amélioration des conditions de vie sociale et à défendre la dignité du peuple africain. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutons pour finir. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques années? Ils ont été appelés l'assureur en dernier ressort de leur sécurité, pas de la sécurité de leur peuple, les Russes. Qu'est-ce qu'elles font, ces milices russes? Parce que ce sont des milices privées et publiques. Elles mettent la main sur les ressources et elles protègent les putschistes. Mais elles ne se battent pas contre le terrorisme, elles ne protègent pas les gens. Ok. Le dernier argument de l'intervention du président Macron porte sur le fait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont passé une alliance privilégiée avec la Russie, ce qu'il appelle les milices russes. Mais rappelons quelque chose au président Emmanuel Macron. Il n'est peut-être pas au courant du nombre de milices françaises qu'il y a en Afrique. Je me suis simplement permis de prendre la recherche Wikipédia sur les milices qui sont présentes en Afrique. Les milices. Les milices qu'on trouve en Afrique. On trouve le groupe Wagner, en effet de la Russie, basé à Moscou, qui a des activités en Afrique, en Ukraine, en Syrie et au Venezuela. Mais on trouve en Afrique le groupe Academy, anciennement appelé Blackwater, qui est un groupe de miliciens américains. Eux, ils sont présents partout dans le monde. D'accord? On trouve Aegis Defense Services. C'est un groupe de mercenaires du Royaume-Uni qui a été racheté récemment par la compagnie canadienne Garda World. Ils sont en Afrique. On trouve un groupe de mercenaires français qui s'appelle Amarante International, qui a été fondé en 2007. Ils opèrent en Afrique. On trouve un groupe de mercenaires français qui s'appelle Aenas Group, basé à Nanterre, fondé en 2004, qui a mené des activités en Afrique. On trouve un groupe de mercenaires français appelé Anticipe, basé à Levallois-Perret, en France, et qui a mené des affaires en Afrique. On trouve un groupe qui s'appelle Corps Guard Défense, et qui est basé à Lyon, à Paris et à Dubaï, avec des activités en Afrique, créé en 2006. On trouve un groupe qui s'appelle Défense Conseil International, société détenue majoritairement par l'État français jusqu'en 2024, et qui s'appelle Adit Group. On trouve un groupe français qui s'appelle Galis, basé à Compiègne et à Dublin, qui agit en Afrique,
fondé en 2007 par des anciens cadres de la DGSE du GIGN. On trouve un groupe français qui s'appelle GEOS, Adit Group, qui agit en Afrique. On trouve un groupe français qui s'appelle KB Corporation, France, qui est basé à Paris, à Lyon et à Carcassonne. On trouve un groupe français de mercenaires qui s'appelle Salamandre. On trouve un groupe britannique qui s'appelle Armor Group, etc., etc. Je pourrais vous citer. Alors, les groupes américains, on en trouve à foison, les groupes britanniques à foison. La question est la suivante. Même actuellement en République démocratique du Congo, il y a un groupe de mercenaires dirigé par des Français et composé d'Européens, dont notamment des Roumains, qui opèrent aux côtés du président Félix Tshisekedi. Oui ou non? Alors, la question est la suivante. Mais le président Macron prend-il vraiment les Africains pour des ignorants complets, quoi? Mais avant l'arrivée des mercenaires russes en Afrique, quels sont les mercenaires les plus connus et les plus répandus que les Africains connaissent? Ce sont les mercenaires français, les mercenaires européens et américains. Oui ou non? Entre l'Europe, l'Amérique et la Russie, quelles sont les parties du monde qui ont le plus grand nombre de compagnies de mercenaires en Afrique? Incontestablement, l'Europe et l'Amérique ont le plus grand nombre de compagnies de mercenaires sur le sol africain. Ça, c'est scientifique, monsieur Macron. La France a plus de compagnies de mercenaires en Afrique que la Russie. Et quelques-uns des mercenaires français les plus célèbres, tristement connus, eh bien, ont marqué le continent. Mais on parlait de Bob Denard longtemps avant qu'on ne parle de Wagner. Est-ce que vous pensez pouvoir vraiment impressionner les Africains en invoquant tout le temps, eh bien, les compagnies militaires privées russes, qui, d'abord en nombre, sont limitées, qui, en présence, sont circonscrites? Est-ce que vous pensez pouvoir ainsi effacer un autre fait de la relation historique entre la Russie et l'Afrique? C'est que l'ancienne Union soviétique a accompagné les mouvements de libération africains tout au long du XXe siècle. Vous pensez que les Africains vont effacer comme ça d'un trait de gomme le fait que lorsque la France, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal harcelaient, pourchassaient les Africains pour les maintenir dans leurs précarés coloniaux. Mais la Russie, l'Union soviétique, j'entends, la Chine, Cuba et consorts ont volé au secours des mouvements de libération africaine. Vous pensez que les Africains ont la mémoire courte? La relation historique entre les Soviétiques et les Africains est une relation qui est fondée sur une camaraderie de lutte anticolonialiste, anti-impérialiste. Et les Africains n'ont pas la mémoire courte. Ils savent qui les a aidés à lutter contre le colon. Qui les a aidés à lutter contre les impérialistes? Lorsqu'on voit aujourd'hui l'Afrique du Sud, dirigée par des Africains, on voit l'Angola, on voit le Mozambique, on voit la Guinée-Bissau, dirigée par des Africains, on voit la Guinée-Conakry, dirigée par des Africains. On sait ce qu'il nous en a coûté. Et on sait qui aida les mouvements de libération africains à faire face aux puissances négrières, coloniales, néocolonialistes et impérialistes. La Russie n'en était pas. Le président Nelson Mandela fit une réponse célèbre à un journaliste américain qui lui reprochait d'avoir rendu visite à Kadhafi, à Yasser Arafat, à Fidel Castro, d'avoir rendu visite à la Russie dès sa sortie de prison, après 27 ans d'ostracisme en Afrique du Sud. Mandela fit la réponse suivante, que je n'oublierai jamais. Il y a une erreur, il y a une distorsion de pensée qui est fréquente parmi les Occidentaux quand ils parlent des affaires africaines. C'est de penser que nous, Africains, nous devons déterminer nos relations avec les autres pays du monde en fonction des intérêts occidentaux, non pas en fonction de nos propres intérêts. Or, je tiens à vous dire ici, et Nelson Mandela le disait à la télévision américaine, lui qui pendant plus de 30 ans de sa vie avait été fiché comme terroriste et interdit d'entrer aux États-Unis parce qu'il combattait le régime raciste de l'apartheid. Mandela a dit, l'erreur que vous commettez, c'est de penser que nous, Africains,
nous devons déterminer nos relations avec les autres puissances du monde en fonction de vos intérêts et non les nôtres. Or, nous, Africains, notre décision et notre position est la suivante. Nous déterminons nos relations avec toutes les puissances du monde en fonction de leur comportement envers nous et en fonction de nos intérêts à nous. Quand nous, Sud-Africains, étions en lutte contre le régime criminel de l'apartheid, l'Organisation de la libération de la Palestine de Yasser Arafat nous a aidés, pas en parole, mais en acte. Mandela dit, ils nous ont donné de l'argent et des armes pour combattre les criminels nazis sud-africains. La Libye de Muammar Kadhafi ne nous a pas aidés en parole. Ils nous ont aidés en nous donnant des armes et de l'argent. They gave us money and weapons to fight against the racists, the Nazis of the apartheid regime. Fidel Castro à Cuba, il ne nous a pas soutenus du bout des lèvres. Non, il nous a aidés. Ils sont venus lutter avec nous contre ceux qui nous tuaient, ceux qui nous massacraient. L'Union des républiques socialistes soviétiques ne nous a pas aidés seulement en parole. Ils nous ont donné les moyens qui nous ont permis de nous libérer du joug, du racisme, blanc en Afrique du Sud. Pourquoi voulez-vous que maintenant que nous avons triomphé de nos ennemis, que nous crachions dans la main de ceux qui ont risqué leur vie pour nous? Dans notre morale, nous, les Africains, cela est interdit. La reconnaissance et la gratitude est l'une des qualités divines que l'homme doit cultiver. Celui qui ne sait pas dire merci n'est pas encore un homme, selon la tradition africaine. Car prier, c'est remercier. Et celui qui un jour t'a aidé, lorsque tu étais à l'article de la mort, tu lui dois une reconnaissance infinie, car il a accompli la volonté de Dieu envers toi. Donc, quelle que soit la rhétorique, la propagande qui va tourner autour de la présence russe en Afrique, les Africains cultivés, les Africains qui ont la connaissance de l'histoire du continent, de l'histoire des luttes de libération du continent, ne se laisseront jamais impressionner par le chantage à la relation avec la Russie. Jamais. Car nous connaissons notre histoire. Et alors quand vous dites, oh, vous ne savez pas ce qui va se passer, ils vont vous ruiner, ce n'est pas votre affaire. À supposer que les Russes obtiennent des avantages que vous trouvez énormes, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas le pétrole de la France qu'on donne à la Russie. Ce n'est pas l'or de la France qu'on donne à la Russie. Ce n'est pas le manganèse ou l'uranium français qu'on donne à la Russie. Si on donne quelque chose à la Russie, ce sont les affaires des Africains. Mêlez-vous de vos affaires. L'Afrique commerce dans le monde avec qui elle veut. Elle donne la quantité qu'elle veut. D'ailleurs, l'Afrique, c'est le continent le plus généreux au monde. Mais ce n'est pas une générosité naïve. C'est une générosité d'essence spirituelle, qui est une façon de reconnaissance envers la bonté du Tout-Puissant. Maintenant, cette générosité va être encadrée par la rationalité géopolitique et géostratégique. C'est une leçon de l'histoire que l'Afrique doit tirer. Nous devons demeurer généreux, mais envers ceux qui nous respectent. Nous devons tenir d'une main la truelle, la branche d'olivier, la colombe de la paix, envers ceux qui viennent vers nous, dans le respect de la fraternité et de l'égalité universelle. Mais les autres, ceux qui viennent avec le mépris, ils nous trouveront avec l'épée de justice. Ils nous trouveront avec le combat pour la vérité, pour la justice, pour l'égalité. Nous ne nous soumettrons plus jamais. Nous n'accepterons plus jamais d'être traités comme des marchandises, comme des esclaves dans ce monde. Fiat justitia pereat mundus. Que la justice soit. Faut-il pour cela que le monde périsse? Les Africains sont déterminés à ne plus être le marchepied de personne, ni des Européens, ni des Asiatiques,
ni des Américains, ni des Russes, ni de personne. L'Afrique souveraine, c'est notre sacerdoce. Écrivez ça. Tilana Yomi. Donc voilà donc tout ce que le président Macron a dit. Et je vous ai dit ici que j'allais montrer que c'est faux. Est-ce que je n'ai pas montré que c'est faux? Est-ce que je n'ai pas montré que c'est faux? Y a-t-il une idée avancée par le président Macron dans son interview sur le Sahel qui ne s'avère, eh bien, disqualifiée? Après la démonstration que votre serviteur, le docteur des preuves, vient de faire, qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'il a dit? Rien. Nous disons, le président Macron a tout faux. Voilà. Et c'était l'objectif de cette émission. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.